des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Lorsqu'on découvre le jardin de la Ninfa, on est saisi par l'atmosphère romantique des lieux. J'ai l'impression d'entrer dans un tableau dont les touches de couleurs soulignent les ruines d'une ancienne cité médiévale. Le jardin se faufile entre les ruines avec un savant mélange de nature sauvage et de plantes ornementales. Au Moyen Âge, une ville se développe le long de la rivière Ninfa. C'est la propriété d'une famille noble italienne, les Caetani, mais les guerres civiles et la malaria la détruisent. Au XXe siècle, après une longue période d'abandon, 3 générations de femmes de la famille Caetani, Ada, Marguerite et Lélia, se succèdent pour créer un jardin sur les ruines de l'ancienne cité. Lauro Marchetti est le directeur de la Ninfa. Il connaissait Lélia et a vécu toute sa vie dans le jardin. Lauro, depuis le XXe siècle, finalement, ce sont 3 générations de femmes qui vont structurer, qui vont façonner la Ninfa. Au début du XXe siècle, Ada Wilbraham vivait ici. C'était la première des 3 générations de femmes qui ont créé ce jardin. Lorsqu'elle a vu cet endroit pour la première fois, son fils était en train de le restaurer. Elle s'exclama « Ce paysage est fantastique, merveilleux !» Son fils lui demanda « Alors mère, que pourrions-nous en faire ?»« Un jardin. » C'est comme ça que ça a commencé l'histoire de la Ninfa. Ada a donc commencé à planter les grands arbres que vous voyez ici. Les cyprès, les chênes, les grands peupliers, des cèdres. C'est Ada qui vient structurer le jardin, qui va accompagner les traces de la ville, qui va accompagner les traces de la Ninfa. Absolument. Elle a créé son style propre dans le jardin car elle était anglaise. Ah oui. Directement après elle, le relais sera pris par sa belle-fille, Marguerite. Et Marguerite, elle qui est américaine, elle arrive à la Ninfa, elle arrive en Italie. Elle aurait pu arriver avec des clichés du jardin italien. Pas du tout. Elle va accompagner le travail qui a déjà été fait par Ada. Marguerite plante de nouvelles espèces, mais en suivant le style de sa belle-mère, Ada. Elle a planté notamment les prunus que l'on voit, les plus grands en l'occurrence. On peut voir ici les magnolias aussi. Hein. Tout à fait. Mais surtout la couleur blanche, ou du moins claire, car elle pensait à la pureté, à la candeur de la vie. Mais le moment le plus important à la Ninfa, le moment qui lui donna tout son caractère, c'est lorsque sa fille Lélia a commencé à s'en occuper. Lélia était une peintre et utilisait la Ninfa comme un laboratoire. Mais un laboratoire vivant, libre, spontané, naturel, où il n'y a pas de règles. Ce n'est pas un jardin formel à l'italienne, mais un jardin libre. Lélia est donc arrivée ici avec le regard de la peintre. Tout ce qu'on a devant nous qui vient longer la rivière, finalement comme des touches de peinture, parce que c'était son travail, ça c'est Lélia. Elle voyait tout comme une composition picturale.
Les trois femmes sont dans le même courant. Mais Lélia a amené sa palette de couleurs, sa vivacité et une grande variété en plantant de nombreuses plantes appréciées des oiseaux et des papillons. C'est dans ce cadre-là que le jardin s'est développé. Vous l'avez connue, vous, Laura? Oh oui, j'ai grandi avec elle. Elle est venue m'adopter en quelque sorte alors que je n'avais que 5 ans. J'étais petit comme ça. J'ai poussé ici et ce fut un peu l'école de ma vie. Les trois femmes plantent de nombreuses variétés exotiques, comme des érables du Japon, des bambous de Chine ou des magnolias d'Amérique. Des essences qui s'épanouissent grâce à des conditions climatiques très favorables. Massimo Amodio est géologue. Il est spécialiste du jardin et des paysages de cette région. Massimo, on est entre la terre et la montagne. On voit que le sol est très sec. Comment on a réussi à produire, à réaliser un jardin aussi luxuriant? Il y a 3 secrets. Le premier, c'est l'eau. Elle provient de ce grand réservoir que sont les monts Lepini, avec leurs roches calcaires. Pendant l'hiver, la roche calcaire stocke l'eau et la relâche pendant le reste de l'année. Sous le lac, il y a diverses sources qui, déjà à l'époque romaine, étaient endiguées et qui alimentent la rivière et donc notre jardin. Le deuxième secret, c'est la position géomorphologique, parce que ces montagnes non seulement fournissent de l'eau, mais elles ont aussi 2 autres grandes capacités. D'abord, elles arrêtent les vents humides qui arrivent de la mer. Et donc, il pleut beaucoup ici. Et en même temps, elles arrêtent les vents froids qui viennent du nord, de l'autre côté des montagnes. Donc, pendant l'hiver, les jardins ne subissent pas de gelée, ni de grands chocs thermiques. Le troisième secret, c'est le sol, la nature du sol, du terrain. Le sol que nous avons dans le jardin est particulièrement riche, parce qu'une partie provient de roches calcaires et une autre provient de roches volcaniques. Et c'est cet équilibre qui convient bien à nos végétaux. Mais notre manière de cultiver le jardin est également importante. Elle prévoit de laisser par terre les feuilles qui sont tombées. On les laisse se décomposer. Ça acidifie le sol, et donc on a une recette complète, avec un sol très complexe. C'est un nutriment essentiel pour nos plantes, qui viennent de partout dans le monde. Et alors par ailleurs, quand on se promène dans le jardin, à la Ninfa, on voit parfois des jardiniers se servir littéralement de l'eau avec un verre et la boire. Oui, notre eau est pratiquement potable. On peut boire l'eau du lac, mais aussi celle des petites sources qu'on trouve dans le jardin. C'est de l'eau qu'on peut boire au robinet. Nous, on la boit directement à la source. Le jardin est traversé par la rivière Ninfa. C'est autour de celle-ci et de l'ancienne trame du village médiéval que les jardins viennent se glisser, limités au nord par le grand réservoir et son barrage, et cernés tout autour par les murs d'enceinte de la ville. Les chemins mènent vers les principaux vestiges, tels que la tour fortifiée, l'hôtel de ville, ou les églises San Giovanni, San Biagio, la douane et le pont des abattoirs qui clôt la partie sud du jardin. Au Moyen Âge, la ville connaît un développement très important. Mais le site Ninfa est attesté dès l'Antiquité. Les écrits de l'historien Pline l'Ancien évoquent un lieu magnifique avec de nombreuses sources d'eau. Le nom Ninfa vient d'ailleurs des nymphes antiques
protectrice des eaux. Depuis la mort de Lélia en 1977, le jardin est protégé et entretenu par une fondation. Pier Giacomo Sotoriva en est le président. Pier Giacomo, la rivière, c'est effectivement elle qui contribue à la richesse du jardin, mais c'est aussi elle qui motive la création de la ville. La rivière à l'époque était une véritable autoroute. Tout passait par là. Tout ce qui pouvait servir à la communauté de la Ninfa, qui était une communauté importante pour l'époque. Ici, on se trouve à côté d'un endroit qui illustre l'ancienne économie de la Ninfa. C'est la douane. Cette douane était un point de passage obligé où on payait une taxe sur les marchandises et un droit de passage aux propriétaires de la Ninfa, la famille Caetani. Donc on imagine une ville qui s'enrichit assez rapidement, qui commence à se construire. À quoi elle correspondait cette ville? Elle était importante? Oui, c'est une ville qui a grandi progressivement. C'était la seule ville de la plaine, parce que les villes au Moyen-Âge étaient d'habitude plutôt dans les hauteurs, pour pouvoir se défendre des attaques, surtout celles des Sarrasins. Mais la ville, grâce à son cadre de vie favorable, a grandi petit à petit et les gens avaient envie d'y vivre. On le voit notamment par la richesse des églises et puis ces grandes maisons à 4 étages. C'était la configuration d'une ville comme Manhattan aujourd'hui. Il faut imaginer au milieu de cette grande plaine, une ville partie de rien qui est devenue florissante et qui faisait la fierté de ses habitants. Et puis au XIVe siècle, cette ville est détruite alors? Oui, c'est pour sa richesse qu'elle fut pillée plusieurs fois. La première fois, c'est à la fin du XIIe siècle. Mais c'est surtout les guerres locales qui ont définitivement détruit la ville. Et puis la malaria est arrivée, et donc la ville a dû être abandonnée car elle était inhabitable. La propriété est délaissée pendant des siècles par les Caetani. Les plantes sauvages envahissent le site et les constructions s'écroulent peu à peu. Au début du XXe siècle, la réhabilitation des lieux va sublimer la végétation sauvage pour créer un domaine luxuriant où les ruines sont utilisées comme support du jardin. Antonella Poncillo coordonne le travail des jardiniers. Elle a réalisé un inventaire de toutes les plantes du jardin. Antonella, l'identité de la Ninfa, probablement la plus forte, c'est son rapport à la ruine, aux vestiges. Tout à fait. Les ruines, les restes des anciennes murailles, constituent un substrat essentiel pour les plantes. Ici, nous parcourons l'antique mur d'enceinte. Il y a désormais une pente naturelle. Les pierres qui avaient été apportées pour construire ce mur ont été réutilisées pour faire un jardin de rocailles. Au fil des années, ça a été amplifié, un peu changé, mais le concept du jardin est resté le même. Les murs renaissent lorsqu'ils sont utilisés comme support pour les plantes. Ici, nous sommes dans l'église Saint-Blaise, où les parois soutiennent les plantes grimpantes comme les rosiers. Les roses se mêlent bien aux ruines, car elles ne sont pas particulièrement envahissantes. Antonella, à la Ninfa, les vestiges, c'est à la fois un support horizontal et un support, comme ici, vertical.
En effet, ce support vertical constitue également une innovation pour l'époque durant laquelle le jardin a vu le jour. Le jardin est né au début du XXe siècle et les plantes grimpantes étaient très peu utilisées. Puis les nouvelles formes de roses grimpantes sont apparues. La ninfa s'est donc parfaitement intégrée à cette nouvelle tendance qui voulait que l'on utilise les murs comme support pour des plantes qui sinon seraient moins valorisées. Les plantes et les ruines se mettent mutuellement en valeur. Quello della rovina e quello della pianta. Antonella, quand moi je me promène dans la ninfa, j'ai du mal à faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre du jardin fabriqué de la main de l'homme. Oui, la main de l'homme intervient, bien sûr, même si elle est cachée. Ceux qui travaillent ici ont observé avec un maximum d'attention l'action spontanée de la nature pour la reproduire, l'imiter, mais sans jamais exagérer. Quand on s'aperçoit qu'une des plantes n'est pas vraiment bien intégrée, on essaye de lui faire une meilleure place. Donc Antonella, ici, effectivement, on a les plantes horticoles qui sont les plantes issues de pépinières. Et par ailleurs, on a les plantes effectivement spontanées qui se faufilent depuis toujours dans la nature. Ce qui est étonnant ici, c'est que la plante horticole, la plante issue de pépinière, elle a le même statut que la plante spontanée. On le voit très bien ici, entre les iris Pseudaquarius et les aromes, elles ont le même statut. On les laisse s'épanouir de la même manière. Tout à fait. Il n'y a pas de différence. On n'a pas envie de sous-estimer les plantes spontanées au profit des plantes cultivées, car il y a un respect de toute forme de vie. C'est beau de voir comment les plantes spontanées prennent une dimension ornementale. D'habitude, on aurait un peu tendance à omettre les plantes spontanées, les considérant moins belles, moins intéressantes, même moins importantes. Mais d'un point de vue écologique, elles tiennent un rôle des plus significatifs au cœur du jardin. Ici, des plantes spontanées comme les pervenches et le lierre cohabitent avec l'exotisme des taches orangées de clivia. Plus loin, le feuillage découpé des yuccas dialogue avec les touches de scolopendre, communes aux sous-bois de la région. Est-ce qu'on peut dire de la ninfa que c'est un jardin naturaliste? Oui, c'est un jardin naturaliste, même si on ne peut pas le faire rentrer dans un modèle de jardin. D'habitude, les jardins naissent sur un plan, et par la suite, ils se développent. Mais ici, non. Le jardin est le fruit de l'observation, de l'expérience, du plaisir de la nature, et tout ça le rend unique au monde. Dans les années 30, Marguerite et son mari Rofredo Caetani organisent dans le jardin des rencontres avec les artistes et les écrivains de toute l'Europe et des États-Unis. Virginia Woolf, Thomas Eliot ou encore Alberto Moravia viennent régulièrement à la ninfa pour se reposer et écrire. Ce lieu, tellement idyllique, si beau, tellement sublime, était le lieu idéal pour inspirer les personnes qui portent en elles une profonde culture, comme les poètes, les peintres et les écrivains en général. Et c'est vraiment le sens premier d'un jardin. Car un jardin, ce n'est pas seulement être là à regarder des fleurs, à sentir une harmonie, mais c'est le refuge de l'âme.
de l'intelligence, de l'art. Alors effectivement, on a la littérature avec Marguerite, la peinture avec Lélia, mais il y a aussi la musique qui se mêle de ce jardin, notamment grâce à Roffredo. Ah oui. Il y a aussi la musique, car la nature, c'est la musique. En ce moment même, si on ouvre nos oreilles, il y a le son de l'eau qui coule, les oiseaux qui chantent, et tout cela inspira Roffredo. Roffredo Caetani était un compositeur qui eut comme parrain Franz Liszt. Il lui offrit le piano qui se trouve dans la maison. Il eut ainsi l'idée d'améliorer la musicalité du jardin. De ses propres mains, il a aidé ses jardiniers à creuser les petits cours d'eau, tout en imaginant différentes dispositions possibles. Plus hautes, plus basses, ajustées à l'eau qui venait s'écouler. Il a vraiment fait des réglages en fait, c'est ça? Il réglait par exemple à l'oreille les hauteurs des petites cascades que l'on voit là. À l'oreille. Exactement. Il fermait alors les yeux et disait au jardinier, « Cette cascade-là, je l'aimerais plus basse car on y entend mal le mi. » Ou bien alors, ajouter, « Ici irait bien un ré et ici un do. » C'était extraordinaire. Le jardinier n'y comprenait rien. Il savait juste qu'il devait faire plus haut ou alors plus bas. Et il me regardait et me disait, « Il est fou !» Mais en réalité, c'était une œuvre extraordinaire. Rares sont les pianistes qui ont pu jouer sur le piano historique de Roffredo. C'est le cas d'Axel Trovez, qui étudie au Conservatoire national de Paris. Il joue régulièrement pour la fondation Roffredo Caetani. Alors là voilà la pièce unique. Ça va être un honneur pour toi de jouer sur ce piano, non? Ah oui, ce piano, juste ce piano, c'est un privilège, je dis. Parce que jouer Caetani sur le piano de Caetani, donné par Franz Liszt, c'est une expérience presque mystique. Alors là, cette partition, Axel, c'est les 4 impromptus. Ça, c'est une pièce emblématique de Roffredo? Oui, c'est emblématique. C'est évident qu'il y a une inspiration naturaliste. D'accord. Est-ce qu'on peut entendre, par exemple, je ne sais pas, le bruit du vent, le bruit de la rivière, ou des choses qui, entre la musique et le jardin, sont clairement associées? Oui. Moi, je m'imagine les jardins de Nympha quand j'entends ça. Moi, je m'imagine vraiment un paysage très calme, très solaire, comme la journée qui est en train de démarrer, là. Oui, ouais. Avec un ciel sans nuages. Et en fait, on s'imagine aussi des oiseaux et aussi l'eau, mais on ne l'entend pas. C'est vraiment l'atmosphère. C'est vraiment typique de leur romantisme. Créer un jardin, c'est le maximum que l'on puisse faire pour avoir une revanche de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'espérance sur le désespoir. Et ce jardin, lorsqu'on y entre, que l'on s'y promène, en regardant l'eau, en écoutant les oiseaux ou en admirant les fleurs, on réalise au bout d'un moment que l'on se trouve dans le jardin d'Éden. Ça me fait tellement plaisir de voir que lorsque les visiteurs s'en vont, nombreux sont ceux qui s'exclament « Comme c'est beau !»
Aujourd'hui, j'ai senti le souffle originel. Voilà, c'est ça l'Éden. Questo è l'Eden.